7h44 . Alors donc voilà, ça y est, l'Italie a voté dimanche et lundi. Les Italiens se sont à nouveau rendus aux urnes, mais ce depuis la dissolution du gouvernement Berlusconi en novembre 2011 et la démission de Mario Monti l'année suivante. Mais, il y a un mais. Apparemment, les résultats ont plongé à nouveau le pays dans le chaos, dans ce que Libération en une ce matin appelle la fracture à l'italienne, avec une gauche victorieuse de justesse à la Chambre, mais sans majorité claire au Sénat. L'Italie se retrouve une nouvelle fois fragile et ingouvernable. Pour en parler ce matin, Eva Morletto, bonjour. Bonjour. Journaliste italienne indépendante à Paris. Vous êtes avec nous toute l'émission. Ils nous seront rejoints à 8h15 par Fabio Liberti, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Italie. Alors on va commenter à chaud les résultats qui ne sont pas tous en France, qui ne sont pas tous parvenus totalement définitivement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On est donc assuré tout de même que le PD de Pierluigi Bersani est majoritaire à l'Assemblée, mais qu'il y a donc une majorité introuvable au Sénat. Et pourquoi faut-il, rappelez-nous un tout petit peu quand même les nouveaux contours de la loi électorale italienne de 2005, pourquoi faut-il qu'il y ait une coalition au Sénat pour que Sénat et Chambre valident ensuite un gouvernement, Eva Morletto? Absolument. Alors, le gros problème de cette élection, c'est cette loi électorale qui n'a pas été changée depuis 2005. Je rappelle que cette loi est appelée la loi Porcellum, qui ça veut dire cochonnerie. Ça a été promu par le ministre Calderoli donc en 2005, et c'est lui-même qui a avoué être quelque chose de fait en mauvaise foi pour limiter le pouvoir du centre-gauche. En quoi ça consiste? En fait, le gros problème de cette loi, c'est déjà le fait d'avoir éloigné les citoyens de la politique, parce qu'il y a des listes bloquées. Donc, on ne peut pas élire directement un candidat, mais il faut élire au sein d'une liste. Ça, c'est le premier problème. On a vu que vous aviez des bulletins de vote extrêmement compliqués pour notre esprit cartésien. Exactement. Et seulement compliqué aussi pour l'italien moyen. Et c'est justement pour ça que les résultats sont si confus. Donc, il n'y a pas la possibilité de lire un candidat directement. Et surtout, il y a ces problèmes de prix de majorité. C'est-à-dire, il y a 340 sièges qui sont garantis à l'Assemblée pour la coalition gagnante. Donc, il y a cette garantie. Le problème, c'est que pour ce qui concerne l'Assemblée, ce prix est garanti au niveau national. Donc, ça suffit qu'au niveau national, le parti, dans ce cas, pour un petit écart, le centre-gauche est gagnant. Donc là, OK, on sait que c'est gagnant. Par contre, en ce qui concerne le Sénat, cette même prix de majorité est considéré au niveau régional. C'est ça qui pose le problème. Et les régions ont des poids différents? Exact, ont des poids différents. Ont des poids différents. Donc, il y a ce qu'on appelle les régions Ohio, c'est-à-dire les régions qui sont en DC, un peu comme ça se passe aux États-Unis. Et le problème, c'est que parfois, les résultats d'une région annulent les sièges acquéris grâce à ce qui s'est passé dans une autre région. Par exemple, là, c'est le cas des régions comme la Lombardie, la Campanie, la Sicile, qui ont élu donc majoritairement le centre-droite. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'en fait, la centre-gauche a gagné aussi pour un tout petit écart au Sénat. C'est-à-dire, on parle de chiffres genre 29,1 pour le centre-droite, 29,4 pour le centre-gauche, ce qui est très, très, très proche. Mais qui ne peut pas garantir quand même la victoire pleine du centre-gauche, parce qu'il y a ces problèmes justement liés aux régions, c'est-à-dire aux différents poids que les régions ont au niveau du Sénat. Quelle est la région qui pèse le plus, par exemple, et qui pourrait faire basculer disons la Lombardie, que je viens de citer, Lombardie. La Ouais, Lombardie, c'est notamment une fief de centre-droite, il faut le dire, parce que c'est la région de Berlusconi, parce que c'est la fief de la Ligue Nord, donc c'était prévisible qu'il y avait eu cette sorte de résultat. Donc la majorité absolue ne suffit pas justement donc pour le Sénat. Alors il faut donner quelques chiffres. La coalition de Berlusconi serait légèrement en tête avec 113 sièges. La gauche arriverait en seconde position avec 105 sénateurs. Et Beppe Grillo décrocherait 63 sièges. Et alors Mario Monti, 20 sièges. Exactement. Mario Monti. Par quoi faut-il commencer d'ailleurs, Eva Morletto? Faut-il commencer par analyser le succès qui effraie beaucoup d'éditorialistes français, le succès de Beppe Grillo? Faut-il commencer par l'incroyable retour de Silvio Berlusconi? Ou faut-il commencer par commenter ce qu'on pourrait appeler l'échec d'un Premier ministre dit technicien qui s'est lancé au fond dans une bataille politique qu'il perd
très sérieusement tout de même. Par quel bout on prend le commentaire de vos élections, Eva Borletto? C'est effectivement difficile. Alors disons que Monti a payé le prix de ce régime d'austérité. Il a été, disons, puni par les Italiens pour ce régime d'austérité, que c'est d'un côté nous a redonné une crédibilité au niveau européen. Et ça, tout le monde le reconnaît en fait. Quand on interroge les Italiens, tout le monde est d'accord pour dire que Monti nous a donné une crédibilité. Pourquoi le sanctionner? Parce que le prix à payer pour cette crédibilité a été très très haut. Parce que en 2012, 360 000 entreprises ont fermé en Italie, ont mis les clés sous la porte, 1000 par jour, parce que les entreprises sont imposées au 70%, quelque chose qui est inouï en Europe, parce qu'on est le pays, après Danemark et Suède, qui ont bien d'autres services à proposer aux citoyens, on est le 3e État dans l'échelle pour payer les impôts. Donc c'est tout ça qui fait que les citoyens ont vu en Monti une sorte disons, d'ambassadeur des banques, parce que rappelons qu'il venait de Goldman Sachs, donc ça c'était mal vu par beaucoup de gens. Et donc sa coalition a payé les prix, malgré le fait qu'il avait pas mal d'industriels, comme Luca Cordero di Montezemolo, qui appuyaient cette coalition. Mais il en a quand même payé le prix. Et je pense que justement c'est Berlusconi qui a été gagnant dans cette situation, parce qu'on dirait que Monti a fait le dirty job, c'est-à-dire a fait payer les impôts. Ouais. Il a mis cette nouvelle taxe foncière que maintenant, dans sa démagogie, Berlusconi voudrait enlever, sauf qu'on ne dit pas que c'est lui-même qui l'avait approuvé, parce que c'est une loi qui était effective. C'est la promesse de campagne de Berlusconi. En disant, si je suis élu, il a même envoyé quasiment un vrai faux formulaire aux Italiens. En leur disant, si je suis élu, vous allez à la banque et on vous rembourse immédiatement la taxe foncière. Exactement. Il y avait cette situation grotesque où il y avait des gens qui faisaient la queue au bureau de poste pour obtenir le remboursement électoral, et c'était totalement de la démagogie, parce que je rappelle que cette taxe a été approuvée par Berlusconi, comme bien d'autres choses qu'il a mis dans ce programme électoral, qui était son initiative, et que maintenant il voudrait enlever pour obtenir des votes, des choses qui se sont réalisées. Donc il a eu raison de le faire. Alors nous reviendrons d'ailleurs plus longuement dans la seconde partie des batailles, au fond, sur une question qui nous hante, parce qu'évidemment que les Français regardent l'Italie pas seulement pour y passer des vacances, sans se soucier au fond de ce qui se passe sur place. Ça nous intéresse évidemment, c'est quand même le troisième pays qui est industriel d'Europe. Voilà, tout ça nous intéresse. Deuxième, me dit Philippe Bagnères pour me corriger. Merci Philippe. Ça nous intéresse pourquoi? Parce qu'au fond, tout de même, il y a vaguement un important moment dans l'histoire qui s'appelle le traité de Rome, que souvent on a décrit les Italiens comme des europhiles, et que, comme le notait d'ailleurs aussi Berbertas dans son billet, on se rend compte que là, tout de même, ils donnent beaucoup de leur voix à deux partis, on pourrait dire, je sais pas, europhobes, Beppe Grillo, qui met l'Europe au pilori, et Silvio Berlusconi, Eva Borletto. Oui, alors, en ce qui concerne Beppe Grillo, il est pas exactement pour une sortie de l'Europe, il est plus pour un référendum pour voir si les Italiens sont d'accord ou pas au fait qu'on reste dans l'euro, dans la zone euro. Ouais, mais enfin, il surfe sur quelque chose qu'on connaît ici d'ailleurs aussi, avec d'autres partis. Exactement. Mais en fait, il dit que des États comme l'Angleterre restent très bien dans l'Europe tout en ayant leur propre monnaie. En fait, il est très critique envers les politiques économiques de l'Europe. Il est pas vraiment anti-européiste. Il a des critiques. Vous voulez dire qu'il est un peu moins que Silvio Berlusconi, si on fait les degrés. Exactement. Mais je trouve que même pas Berlusconi. Enfin, je trouve que il y a beaucoup de propagande dans tout cela. C'est-à-dire, c'est pour aller à la rencontre du fait qu'on utilise un peu l'Europe comme bouc émissaire de tous les maux causés par la crise. Et donc, soit Berlusconi d'une manière, soit Grillo d'une autre, ils ont surfé ce sentiment populaire pour obtenir des votes. Après, si on est concret, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre feront quelque chose concrètement, à part ce référendum de l'euro dont je vois Grillo bien partant pour effectivement faire sortir l'Europe de l'euro. Berlusconi ne l'a pas fait avant, donc une fois qu'on est confronté après à la réelle politique, on agit bien différemment de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire. Tiens, je vous propose d'écouter, puisque c'est un des vainqueurs de cette élection pour l'instant, entre guillemets, je vous propose d'écouter tout de même Beppe Grillo. C'était à Rome, donc vendredi dernier, où il réunissait à grands cris, comme à son habitude, 800 000 personnes, que l'on compte officiellement pour plutôt 200 000. Écoutez-le, ne montez pas le son, il n'a pas économisé sa voix, dit les superlatifs, pour parler de cet événement qu'il a qualifié de grand phénomène médiatique de tous les temps, Beppe Grillo. Non è
Com'è possibile che siate 800.000 persone in piazza? Dio mio! E 150.000 online in contemporanea con 120 piazze collegate. Non è mai, è il più grande fenomeno mediatico di tutti i tempi. È fantastico. Ah, Dio. Quanto male. Dites-moi, c'est cet homme donc qui fait vaciller l'Italie. Exactement. Eva Morletto. Oui, alors c'est vrai que pour un étranger, ça peut sembler assez étonnant. Non, je comprends très bien. Étrangers, on est un peu sur les cousins. Je comprends très bien. Alors, on va voir un peu les mérites de Beppe Grillo quand même. C'est d'avoir posé, il y a déjà, bien avant de rentrer en politique, des questions auxquelles la politique traditionnelle n'a pas su répondre. Alors, premièrement, Beppe Grillo est au chef de ce qu'on appelle la politique 2.0. C'est-à-dire d'avoir mis les nouvelles technologies et la politique dans un chemin commun, alors que c'était assez inouï en Italie, que notamment pour tout ce qui est nouvelles technologies, c'est plutôt en arrière par rapport au niveau européen. Donc ça, c'est quand même un mérite. Le deuxième mérite, c'est d'avoir mis le nerf sur certains problèmes de la politique traditionnelle italienne, notamment le fait que dans le gouvernement, il y a énormément de gens qui ont des pendances judiciaires. C'est le premier qui a fait un référendum populaire sur le web pour dénoncer tous les cas de justice pas réglés encore. Exactement. Ce référendum est resté dans le tiroir pendant des années et là après c'est Monti qui a ressorti quand même d'une façon très sérieuse à ce moment-là. Il a remis dans les nouvelles réformes électorales de façon un peu mitigée, mais quand même il a été le protagoniste de vraies questions auxquelles la politique traditionnelle n'a pas su répondre et c'est ça qu'il a primé. C'est-à-dire... Ici, on a tendance très vite à dire « Oh, c'est un populiste ». Vous diriez la même chose ou pas ? Je dirais que... Alors, il faudrait se demander c'est quoi le populisme. C'est-à-dire, Berlusconi, c'est un vrai populiste dans le sens qu'ils utilisent les sentiments des viscères, on va dire, de l'italien moyen pour dire ce que les gens veulent s'entendre dire. Au contraire, je dirais plutôt que Beppe Grillo interprète les sentiments populaires et il a été capable exactement, il a été capable de voir ce qui était vraiment les problèmes, les sentiments de la population. Alors, dernière question, mais qui permettra aussi d'ouvrir un des thèmes de la seconde partie. Eva Morletto, est-ce que, du coup, Beppe Grillo, qui tout de même fait la différence au Sénat, va tout de même conduire, il paraît, il se murmure que Bersani, du PD et Berlusconi seraient sur le point de s'entendre pour essayer de trouver une majorité au Sénat. Exactement. Bersani et Berlusconi. Il y a cette hypothèse qui est improbable, mais qui est envisageable, du governissimo, c'est-à-dire d'une entente entre droite et gauche pour arrêter, disons comme ça, la montée politique de Beppe Grillo. Ça serait, à mon avis, mal interprété après par le peuple qui considérerait ça comme un vrai coup d'État. À nouveau, effectivement. Nous revenons sur 8h17. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous nous parlez dans votre chronique aujourd'hui de la victoire des bouffons ? Mais oui, c'est un peu ça. Mais par un détour, par un philosophe polonais que j'aime beaucoup, qui est Leszek Kołakowski. Dans un texte demeuré fameux, Leszek Kołakowski donc oppose la figure du prêtre à celle du bouffon. Pour le philosophe polonais, le prêtre est le gardien d'une tradition, le défenseur d'un absolu, et face à lui, le bouffon, auquel la faveur du prince permet de mettre en doute ce même absolu, dispose du privilège de saper la tradition. Il n'appartient pas à la bonne société, à l'élite dirigeante, mais sa fonction l'autorise à y pénétrer et même à la traiter avec impertinence. En cela, le bouffon incarne la vengeance du peuple contre ses oppresseurs. Mais son statut est ambigu, car la faveur du prince étant changeante, la situation du bouffon est précaire et sa vie même est menacée. Il existe, à l'exercice de son ironie, des limites dont le tracé est mouvant. Il lui faut s'en rapprocher toujours, sans jamais les franchir. Eh bien, dans nos sociétés sécularisées, les bouffons abondent. C'est devenu une profession qui peut enrichir et propulser au sommet de l'élite sociale. Non seulement le bouffon ne risque plus rien de la part du prince, qui ne détient plus que l'apparence du pouvoir et redoute par-dessus tout le ridicule, mais il s'est taillé, le bouffon, un formidable empire moral en déversant sur toute institution disposant encore d'un brin d'autorité son acide corrosif. À la lecture de l'essai du philosophe français François Livonnet, Homo comicus ou l'intégrisme de la rigolade, on comprend mieux comment le pouvoir du prêtre a paradoxalement échu dans nos sociétés au bouffon.
C'est le comique professionnel qui, sur les plateaux de télé, est désormais invité à se prononcer sur les grandes affaires politiques et morales. C'est lui qui, comme le prêtre d'autrefois, distribue bons et mauvais points. Eh bien, en Italie, un bouffon, que dis-je, 2 bouffons, vont figurer parmi les principaux vainqueurs des élections parlementaires, et ce n'est pas sans poser de redoutables problèmes à nos démocraties européennes. Car enfin, quel avertissement pour une vieille démocratie que de voir un comique professionnel, un bouffon comme Beppe Grillo accéder à la 3e place d'une élection. Les gens se déplacent par centaines de milliers sur les grandes places d'Italie pour l'entendre vitupérer les partis politiques, appeler Al-Qaïda à bombarder le Parlement. Au passage, il vous explique comment Bachar el-Assad est déstabilisé par des infiltrations d'agents de la CIA, car ce bouffon est aussi un grand propagateur de fantasmes complotistes, un défenseur du régime progressiste des mollahs iraniens, un défenseur de l'Italie d'autrefois, celle d'avant les fast-foods et les OGM, qui puise sans vergogne dans la rhétorique anti-immigrée et voit l'ombre du Mossad derrière tout juif qui ose lui tenir tête. Comme dans le cas de Marine Le Pen, sa critique des incapables de Bruxelles débouche sur la proposition d'abandonner l'euro et de rétablir la bonne vieille monnaie nationale. Redevenus maîtres de l'impression de leurs billets de banque, les Italiens pourraient dévaluer de temps à autre afin de rétablir la compétitivité du pays sans passer par la pénible épreuve des réformes et de l'austérité budgétaire. C'est si simple, il suffisait d'y penser. Mais le nouveau discours du bouffon Berlusconi n'est guère différent. Pour le vieux Cavaliere remis en selle avec toutes ses casseroles, les réformes mises en œuvre par Mario Monti ne sont que des diktats imposés par les Allemands aux Italiens innocents. Il ne lui vient pas à l'idée à Berlusconi qu'il pourrait avoir sa part de responsabilité dans le déclin spectaculaire de l'économie italienne. Et lui aussi envisage de quitter l'euro afin d'échapper à l'austérité. Il ne faut pas se cacher que la démocratie, cette formule politique née dans les cités grecques au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, est à nouveau en crise. Un peu comme dans les années 30, elle est concurrencée par les régimes nationalistes impériaux et autoritaires. À Moscou comme à Pékin, on prétend lui opposer une alternative. La démocratie est menacée aussi par les fous de Dieu qui voudraient en son nom imposer au monde entier l'obéissance à leurs normes impitoyables, mais elle est surtout minée de l'intérieur par la désaffection civique. Les bouffons populistes, en s'attaquant à l'expression organisée de la pluralité des intérêts et des idées, sapent les fondements mêmes de notre démocratie. En portant 2 d'entre eux aux plus hautes fonctions électives, les Italiens croient peut-être tracer la voie d'une sorte de postmodernité ironique et jouissive, mais en rendant leur pays ingouvernable, en refusant les efforts exigés par le caractère inquiétant de leur économie, ils contribuent à affaiblir l'attractivité du modèle démocratique lui-même. Ce ne sont pas les bouffons qui manquent en Europe, ce sont les hommes d'État. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr, 8h22. Bonjour Fabio Liberti. Bonjour. Vous arrivez d'art dans le studio des matins de France Culture. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'ERIS, spécialiste de l'Italie. Et vous êtes avec Eva Morletto, qui est journaliste italienne à Paris. La chronique de Brice Couturier sur la victoire des bouffons en Italie. Est-ce que c'est comme cela que vous prolongeriez l'analyse ou au contraire vous tempéreriez l'élan couturier? Mais il faut tempérer forcément car les Italiens se sont exprimés par un vote démocratique. À presque 60%, ils ont choisi de voter des formations liées à l'alliance de Silvio Berlusconi ou bien les mouvements 5 étoiles. Et je pense qu'il faut surtout s'interroger sur les raisons de ces votes. Moi, j'en vois 2 essentiellement. La première, c'est ce sentiment de dépression économique qui a envahi les pays depuis une décennie de croissance zéro, puis la crise financière de 2008, une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation massive des impôts, réduction massive des dépenses publiques, la perspective que la génération à venir vivra moins bien que la génération présente. Et puis un sentiment de rage, parce que dans ces marasmes économiques, vous avez une élite politique autoréférentielle, incapable, corrompue. Et c'est sur cela que Beppe Grillo a joué pour obtenir ces scores qui le placent quand même comme première formation politique à la Chambre des députés. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons de ces votes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un signal qui est envoyé à l'Europe entière. Mario Monti est les grands perdants de ces scrutins, mais aussi Angela Merkel, les grands perdants de ces scrutins. Et c'est la perspective européenne qui est la grande perdante. En hiver, les marchés financiers ouvriront.
on peut s'imaginer que la réaction sera assez violente. Et bien, la crise de la dette risque de redémarrer de belle allure. Il faut qu'on se pose des questions pour savoir comment on arrive à ranger tout ça, comment on arrive à faire suivre aux opinions publiques les processus européens et les rêves de l'intégration européenne, comment on arrive à le faire revivre. Est-ce qu'on fait trop porter sur la figure de Beppe Grillo les analyses et les commentaires des résultats de ces élections italiennes, Eva Morletto? Oui, absolument. Il ne faut pas oublier qu'on sort quand même de 20 ans de gouvernement de Berlusconi, et donc que ça a bien mûri cet esprit antipolitique italien. D'un côté, c'est le même Berlusconi qui l'a alimenté, parce que son élection en 1994, c'était déjà une expression de antipolitique, c'est-à-dire lui, il s'est proposé comme l'homme neuf. Et là, on voit à nouveau que quand les choses vont mal, c'est-à-dire là, c'était une élection en 1994 qui avait eu lieu suite à l'opération Main propre, donc suite au nettoyage que les juges avaient fait des politiques corrompues. Et là, on revoit la même chose, c'est-à-dire on voit une Europe en crise, une Italie en crise, les entreprises qui ferment, et on voit à nouveau, dans un moment de crise, l'homme nouveau, donc dans ce cas, Beppe Grillo, qui représente complètement autre chose par rapport alors l'homme nouveau, Beppe Grillo, mais aussi, tour de force absolument incroyable, Silvio Berlusconi, qui tout de même, peu de temps après, de plus avoir été aux affaires et avec tout ce que l'on sait comme casserole derrière lui, fait un retour très remarquable. Oui, alors il faut déjà voir sur le net, c'est disponible le programme du PDL. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que Berlusconi commence avec une sorte de lettre dans ce programme adressée aux Italiens, où il dit, malgré le fait qu'ils m'ont fait vivre de toutes les couleurs, moi je suis à nouveau là. C'est-à-dire, il se présente comme victime, notamment dans ces derniers jours, il a dit que les magistrats italiens sont comparables aux mafieux. C'est une déclaration très très forte. D'ailleurs, il n'a jamais aimé les magistrats, on le sait très bien. Et donc, il se pose comme victime d'un système. C'est-à-dire, lui qui était le protagoniste du système depuis 20 ans, il est capable à vivre de ce paradoxe, donc de se présenter comme l'ennemi du système. Notamment, dans son programme, il a mis 2 points très importants. Donc, le changement au sein, voire la suppression de Equitalia, que c'est l'agence publique de rescaution des impôts, qui a mis qui a été la cause du suicide de pas mal d'entrepreneurs et de privés qui ont vu saisir leurs biens parce que Equitalia applique des taux qu'on peut comparer à l'usure dans certains cas. Donc voilà, et c'est Berlusconi même qui l'a créé en 2005. Avant, la rescaution des impôts, c'était dans les mains des sociétés privées liées aux banques. Et là, il en fait la critique. Et là, il a fait la critique, ou même il propose la suppression, c'est-à-dire de quelque chose qu'il a créé lui-même. Et pareil comme l'IMU, c'est l'IMU, que c'est donc la taxe foncière qui a été appliquée par Monti, mais a été approuvée par Berlusconi. C'était donc l'application, c'était postérieur, évidemment, mais Berlusconi avait pleinement appuyé cette loi, donc cette nouvelle impôt sur les biens immeubles. Et malgré le fait qu'il soit lui à l'avoir approuvé, maintenant c'est lui qui l'a critique et lui qui veut le rembourser. Il veut la rembourser, exactement. Fabio Liberti. Écoutez, si l'on observe les flux électoraux, néanmoins, il est évident que Berlusconi a remporté ses scrutins à 30% des votes. Personne ne croyait qu'il puisse arriver à autant. Cependant, il arrive à ces 30% avec sa coalition. Il ne faut pas sous-estimer la bête politique qui est Silvio Berlusconi. Berlusconi, il connaît très bien la loi électorale italienne. C'est lui et ses alliés qui l'ont rédigée. Cette loi électorale avait été voulue en 2006 déjà pour amputer la victoire de la gauche et de Romano Prodi. Et la loi avait parfaitement servi son objectif, car Romano Prodi avait gouverné avec un seul siège de majorité et une majorité fort instable qu'il avait fait chuter 2 ans après. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que Berlusconi utilise donc à fond cette loi électorale, utilise ses alliances avec la Ligue du Nord qui le renforce dans certaines régions. Cependant, son consensus personnel, il a quand même fondu. En 2008, il obtenait 38% des votes et son parti, les Peuples de la Liberté, à ses tours, il n'est fait que 20% à peu près des scrutins. Donc,
la question qu'il faut se poser, c'est qui sont ces 20% d'Italiens qui votent encore pour Silvio Berlusconi en 2013, après tout ce qui a pu arriver à l'Italie ces 20 dernières années. Mais je vois deux catégories essentiellement. Soit une partie d'Italiens qui est convaincue que Silvio Berlusconi est effectivement un grand leader politique et qu'il a été victime d'un complot. On va finir par le croire. Vous savez, en France, quand Berlusconi est arrivé au pouvoir, il y a eu des manifestations invraisemblables qui dénonçaient que le fascisme était à nos portes, que l'Italie était définitivement rongée par une maladie terrible qui s'appelait Berlusconi. Il y a eu des meetings, des pétitions. Enfin, vous voyez le travail. Vous savez comment nous sommes, nous, à donner des leçons tout le temps. Bon, donc on a de quoi tout de même maintenant à se dire finalement chapeau, quand même. Non, mais il est évident, enfin, pour rejoindre ce que vous dites, si vous prenez la presse italienne des années 50 et 60, le général de Gaulle était dépeint comme un dictateur militaire. Vous voyez, il est évident que les perceptions culturelles entre un pays et un autre ne sont jamais les mêmes. Mais il y a une partie de la population italienne qui est convaincue que Berlusconi est effectivement une victime du système européen, qui était victime d'un complot franco-allemand, etc., etc. Puis il y a toute une partie de la population italienne qui a un intérêt financier à voir Berlusconi gagner les élections. Si vous regardez les rentrées fiscales en Italie, à chaque fois qu'il y a un gouvernement de gauche, ces rentrées fiscales les ont augmentées. Non pas parce que de nouvelles impôts étaient créés, mais tout simplement parce qu'on faisait appliquer la loi et tout simplement parce que les Italiens savaient qu'aucune amnistie fiscale n'aurait été votée. Et la campagne de Berlusconi était axée sur ce qu'on appelle les régions clés du scrutin, la Vénétie, la Lombardie. Ce sont des régions dans lesquelles vous avez énormément de petites et moyennes entreprises, énormément de professions libérales. Eh bien, ce sont les gens qui ont un taux de fidélité fiscale moindre, et ce sont ces personnes-là qui constituent un peu l'épine dorsale de l'électorat berlusconien. Brice Couturier. Et le truc extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'ennemi du système, Berlusconi, devient le patron. Et c'est la troisième fois. Qu'est-il arrivé à nos démocraties pour que finalement le bouffon s'installe dans le fauteuil du prince? Celui qui prétend combattre le système en devient le responsable. Mais je voudrais quand même insister beaucoup parce que c'est seulement dans la presse étrangère que j'ai trouvé les portraits de Beppe Grillo dans lesquels on montre que c'est un type qui est en fait un populiste, xénophobe et antisémite, alors que dans la presse française on nous le présente comme une espèce de Coluche. Moi il me semble qu'il est beaucoup plus proche de Dieudonné que de Coluche. Je comprends pas bien la sympathie dont il fait preuve, ou plutôt je me l'explique par le fait qu'effectivement dans notre presse, dans nos médias, le bouffon a toujours le bon rôle. Par ailleurs, aujourd'hui même, vous le disiez, à 9h du matin, les bourses vont ouvrir. L'Italie doit lever 3 milliards d'emprunts publics sur les marchés. Il est évident que vu le résultat des élections, vu l'ingouvernabilité du pays, vu l'impopularité des efforts qui ont été demandés par Mario Monti et que les Italiens effectivement n'ont pas suivi sur le plan politique, les taux d'intérêt italiens vont remonter et ceux de toute l'Europe derrière. Donc c'est pas seulement une affaire italienne, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Gianni Vattimo la crise de l'euro est repartie, c'est ça depuis ce matin. Juste Gianni Vattimo dans Libération ce matin, au fond dit que ces élections-là, il faut les observer de très près parce qu'elles sont un laboratoire politique et que souvent ce qui se fait en Italie en matière électorale rejaillit et redéfinit au fond ce que devient l'Europe dans son ensemble. Alors Fabio Liberti et Eva Borletto, comme vous. Fabio Liberti. Sur Beppe Grillo, effectivement, il a certaines positions qui sont d'extrême droite sur l'immigration notamment, etc. D'autres positions, et la plupart des députés qu'il a élus proviennent plutôt des milieux proches de l'extrême gauche, des mouvements environnementalistes, etc. Maintenant, cette confusion politique elle-même est extrêmement inquiétante. Absolument, mais si vous voulez, les mouvements 5 étoiles et les votes Beppe Grillo est un vote finalement qui est très sexy en Italie pour une série de raisons. Je vais essayer de m'expliquer. L'Italie est un pays qui a très peu de respect pour ses élites et pour son État, qui est un État assez jeune. Et c'est un État qui était régi souvent par des élites corrompues. Beppe Grillo finalement dit « Je ne vais pas faire élire des députés, mais je vais faire élire des porte-paroles. Je vais utiliser les fonctionnalités du web et de l'Internet pour que vos députés doivent en réalité à chaque jour vous rendre des comptes. » Oui, et donc c'est vous qui serez directement... Il reprend à son compte ce qu'on disait en première partie, tout de même un ressentiment populaire. Absolument. Une colère réellement populaire. Oui, mais terminez d'abord peut-être. Oui, il serait, à mon avis, imaginer Beppe Grillo comme simplement un Coluche avec quelques notes xénophobes, et à mon avis extrêmement réducteur. C'est un mouvement qui est là pour durer, qui va s'enraciner dans la politique italienne et qui risque de s'enraciner dans la politique européenne. Il y a une rupture entre les élites et les classes populaires, et ce type de discours est un discours qui est
porteur, qui est porteur aujourd'hui en Italie, mais qui sera porteur demain en Europe. Et c'est là où je rejoins votre analyse sur les conséquences européennes de ces scrutins. Ce que je voulais dire simplement, c'est que le grand facteur X, c'est-à-dire ce qui fait peur au marché, ce qui fera peur au marché, c'est que Beppe Grillo représente un vrai point d'interrogation parce que les moments où il sera vraiment au gouvernement, là on voit que c'est quand même le premier parti au Parlement, ce qui est assez incroyable, on ne sait pas très bien encore comment il va fonctionner. La logistique de parce que c'est un mouvement et c'est pas un parti. Beppe Grillo, okay, c'est l'image de ce parti, mais c'est pas le chef. Donc ceux qui présentent, personne ne les connaît. C'est des personnes qui n'ont pas d'expérience politique. C'était une des questions que je voulais vous poser. Qui est le personnel politique qui accompagne? Il doit y avoir quand même Beppe Grillo. Ceux qui présentent, en fait, personne ne les connaît. C'est ça le gros paradoxe. Et quand on lui pose cette question, lui répond je préfère quelqu'un que je ne connais pas plutôt que des têtes que je vois depuis 20 ans et qu'on connaît très, voire trop bien. Donc, et ça, cette phrase a beaucoup de succès. Parce que finalement, les gens qui proposent, ils doivent avoir quelques caractéristiques. Donc, le fait d'avoir pas de dépendance judiciaire, lui, il a beaucoup joué sur cet élément du fait que, voilà. Oui, parce pas d'affaires. Voilà, pas d'affaires, pas de procès. Voilà. Le cas Berlusconi, disons, qui a marqué un peu tout le monde. Donc, beaucoup de gens l'ont voté aussi pour ça. Surtout pour ça, je pense. Et chacun doit avoir une compétence, c'est-à-dire doit être des gens issus de différents domaines. Donc, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui viennent du monde de l'éducation, pour apporter leur propre savoir. Donc, ce qu'il dit, ça sera les citoyens qui vont gouverner, grâce notamment à ce grand réseau Internet, à ce système 2.0. Sauf que, si on veut, c'est même une belle utopie, sauf qu'il faut voir après, dans la pratique, comment ça peut être appliqué. Est-ce que s'il y a quelqu'un de ces partis, de ces mouvements, qui proposeront des choses qui ne sont pas alignées à penser Grillo, est-ce qu'il va les accepter ou est-ce qu'il faudra tout remettre en discussion? Ça, c'est un vrai point d'interrogation. On ne sait pas encore comment ça se déroulera. Fabio Liberti. Oui, je rejoins ce qu'elle disait. Effectivement, c'est un mouvement à l'intérieur duquel il n'y a aucune démocratie. Beppe Grillo a expulsé tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et il ne s'agit... En fait, si vous voulez, tous les mouvements sont structurés autour d'un blog dont Beppe Grillo est le propriétaire. Et les candidats se sont engagés, effectivement, à, en quelque sorte, céder leur image au mouvement qui peut à tout moment, effectivement, les expulser si ces personnes ne sont pas d'accord avec la ligne politique qui est dictée par Beppe Grillo. Maintenant, nous nous retrouvons avec un Parlement qui est bloqué, effectivement, dans lequel il y a une majorité relative du Parti démocrate à la Chambre des députés et au Sénat, mais pas des majorités. Et la question est de savoir est-ce que les partis traditionnels voudront dialoguer avec ces nouveaux venus, ces ovnis. On peut même penser que finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'un politicien incompétent est mieux qu'un politicien corrompu? Il faudra voir ce que ça donne dans les détails. Nous avons beaucoup parlé de Berlusconi et de Beppe Grillo. Il ne faut tout ne pas oublier le vainqueur des élections pour l'Assemblée nationale, le patron du PD, Pierluigi Bersani, dont on dit aujourd'hui, et comment cela alors pourrait paraître possible, que s'il faut remporter le Sénat, il serait en train, là, à 8h36 du matin en Italie, de négocier avec Silvio Berlusconi pour faire une coalition majoritaire au Sénat. Écoutez, il y a deux possibilité, effectivement. C'est envisageable ça vraiment ou parce que c'est ça où on va revoter? Écoutez, c'est exactement la conjoncture de l'année dernière. Je veux dire, le gouvernement Monti était soutenu par les partis berlusconiens, par les partis démocrates et par les centristes qui ont soutenu Monti lors de cette aventure électorale. Donc aujourd'hui, il y a deux choix possibles. Soit les présidents de la République décident de consulter les partis politiques et en consultant les partis politiques, ils se rendent compte qu'il pourrait y avoir une majorité entre les partis démocrates et les partis berlusconiens pour former un gouvernement d'union nationale. En plus, c'est maintenant ou jamais parce que M. Napolitano, si j'ai bien compris, s'en va en juin. Absolument. Exactement. Ça, c'est l'autre problème qui complique encore plus la situation italienne. Il y aura aussi un nouveau pape dans 15 jours. Enfin, bon, bref, ils s'en passent. C'est les rêves de tout anarchiste. Je veux dire, vous avez un pays, c'est un chef du gouvernement, le chef de la police, il est gravement malade. Voilà, il n'y a pas des papes, il n'y a pas des présidents de la République. Non, mais plus sérieusement, soit on confie ces mandats pour un gouvernement d'union nationale, mais politiquement, ce serait très risqué pour les partis démocrates et pour les peuples de la liberté. Parce que vous ouvrez un boulevard politique à Beppe Grillo qui pourrait dire, regardez, je vous l'avais dit, ils sont tous des pourris, la caste, ils sont tous ensemble pour défendre leurs privilèges. Soit on retourne aux urnes, mais retourner aux urnes, les partis démocrates, dans la configuration actuelle, seraient absolument laminés, parce que c'est quand même, malgré cette majorité relative, c'est les grands perdants du scrutin, ils devaient gagner, Pierluigi Bersani, les mains dans les poches, ça se me passait l'expression. Donc si les partis démocrates décident de
revenir aux urnes, il faudra qu'il le fasse avec une classe dirigeante totalement renouvelée et peut-être en utilisant celle qui pourrait être une ressource du parti, c'est Matteo Renzi qui a perdu les élections primaires, mais est-ce que l'establishment du parti va accepter d'être décapité? Donc une situation effectivement avec beaucoup d'inconnus. Brice Couturier? Oui, alors justement, je voudrais. On a parlé effectivement des risques que font courir à la démocratie les bouffons. Parlons du camp d'en face, des gens sérieux qui essaient de gouverner selon des méthodes démocratiques avec des vrais partis et pas des mouvements. C'est toujours inquiétant quand les gens nous disent qu'ils refusent les partis au profit des mouvements. On voit dans les années 30 ce que donnaient les mouvements. Le Parti démocrate, donc le centre-gauche, s'il avait présenté Matteo Renzi, le maire de Florence, il était élu sur un fauteuil. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce Parti démocrate pour qu'on lui préfère un Bersani? Écoutez, il y a eu des élections primaires lors desquelles Pierluigi Bersani a quand même remporté les élections à 60%, avec 3 millions d'Italiens qui se sont déplacés pour aller voter. Maintenant, si vous voulez, il y a d'un côté un complexe historique de la gauche italienne qui est des méfiances vers toute ouverture au centre. Et pour les militants des bases du Parti démocrate, Matteo Renzi était une espèce de traître, une espèce de centriste qui avait même osé aller à Donc il préfère perdre les élections, les électeurs du primaire préfèrent perdre les élections plutôt que de les gagner avec quelqu'un qui est trop... C'est une vieille histoire de la gauche italienne. Absolument. Et puis il y a un réflexe des conservations des élites dirigeantes. Enfin, Matteo Renzi a fait quand même une campagne sur la mise à la casse de la classe dirigeante italienne. Donc vous comprenez bien que les partis démocrates a certes organisé les élections primaires, mais a tout fait pour, d'une part, limiter la participation et d'autre part, pour sauver leur fauteuil. Donc effectivement, on peut dire qu'ils ont préféré perdre les élections plutôt que d'accepter qu'un jeune et... historiquement, en Italie, la gauche est minoritaire. Donc pour gagner les élections, la gauche italienne doit s'élargir au centre. Matteo Renzi pouvait être cette carte pour attirer les votes des mécontents du berlusconisme, mais en quelque sorte, la gauche, certaines personnes de la gauche italienne ont pensé qu'ils allaient perdre les rames en s'ouvrant au centre, et peut-être on peut dire qu'ils ont préféré perdre les élections. C'était au mois de décembre dernier, nous avons écouté tout à l'heure de M. Grillo, écoutez donc la voix maintenant de Pierluigi Bersani. Il était simple candidat et critiquait la droite italienne pour sa communication, pour les fables qu'elle raconte aux citoyens, et contre ce manque d'honnêteté de la droite italienne, il affirmait le besoin d'un retour à la moralité et au travail. Se voi proporrete favole, noi non le proporremo. Non proporremo favole. Se voi proporrete l'uomo del miracolo, noi parleremo di uno sforzo comune dove chi ha di più deve dare di più. Lasceremo a voi, nel solco classico di quel che ha già visto, ve lo dico da subito, lasceremo a voi tutti gli effetti speciali, le campagne di comunicazione, i cieli azzurri, i soli in tasca, tutto voi. Noi andremo sobri, dicendo due parole, moralità et lavoro. Voilà, moralité et travail, disait Bersani au Parlement italien en décembre dernier. Cela dit, d'aucuns ont trouvé que son programme politique, justement, malgré tout, à part moralité et travail, était tout de même un peu flou. Non seulement il était flou, mais je trouve que le problème de la gauche, c'est toujours d'avoir une communication qui est piètre, dans le sens que si on voit par exemple, j'ai aimé regarder, comme je vous disais tout à l'heure, le programme de Parti de la Liberté, comment il est structuré, comment ils peuvent les lire les citoyens, et les programmes du Parti démocrate. Alors les programmes du Parti démocrate, c'est quelque chose comme des dizaines, voire des centaines de pages, où on va dans les détails, c'est-à-dire quelque chose qui pour les citoyennes moyennes est totalement incompréhensible. Et donc Bersani déjà c'est quelqu'un qui a peu de charisme, et qui est, d'ailleurs on lui rapproche cette manque de charisme, cet excès peut-être de sobriété et cette manque totale de communication. Ça jouait beaucoup dans un pays qui a été gardé quand même 20 ans par quelqu'un qui était le roi de la publicité et le roi de façon de gérer les sponsors. Donc, je pense que Pierluigi Bersani a joué la carte du président normal. En quelque sorte, il a mené une campagne électorale qui rappelle celle de Mariano Rajoy en Espagne et de François Hollande. Il était grand favori. Il s'est dit, je vais juste gérer mon avance. Je ne vais pas faire des promesses qui vont m'engager alors que la situation des comptes publics du pays est catastrophique. Et il a pensé qu'il pouvait confortablement gérer cette avance. Mais il comptait également quelque part sur Mario Monti. Parce qu'on savait qu'il allait être difficile d'obtenir la majorité dans les deux chambres, mais on se disait quand
qu'avec Mario Monti, on aurait quand même de quoi gouverner. Et en quelque sorte, Bersani espérait, justement avec Mario Monti, pouvoir faire passer à la gauche radicale la pilule amère de la rigueur et de l'austérité. Et puis finalement, ces calculs s'est révélé totalement inexact. Alors par contraste, justement, tenez, écoutez tout de même Silvio Berlusconi, le 10 février dernier, pendant une convention du groupe milanais Green Power, il profite de la présence d'une intervenante pour rappeler le double sens du verbe venir. Quante volte viene? Allora, possiamo mettere 2 impianti più i LED. Più visita per ogni volta, possiamo mettere anche la bicicletta elettrica. Quante volte quindi? 3, 4, 5, dipende dalle esigenze. Con che distanza temporale una visita dall'altra? Dipende dai nostri tecnici. Va bene, mi sembra che sia tutto sommato un'offerta conveniente. Ottimo, ci piace. Si vuole girare ancora un'altra volta? Dirà? Di là. Sì, è un'offerta conveniente. Voilà, ça c'était Berlusconi le 10 février dernier. Le 10 février dernier, également, écoutons dans son discours de campagne à Milan, Mario Monti, qui lui se présente comme un professeur. Vous allez voir, le ton n'est pas franchement le même, et en fait, il exprime sa volonté de traiter les sujets qui fâchent en profondeur. Mario Monti. In particolare in quest'ultima parte della campagna elettorale vorrei comportarmi come se non fossi un politico e continuerò anche a fare cose che nella teatralità, se posso qui usare questa espressione, politica non si dovrebbero fare: consultare fogli durante i dibattiti televisivi, parlare un po' in profondità e non per slogan, cose orribili nella battaglia politica. Io continuerò a parlare dei problemi seri, quelli che importano davvero, anche se non sono così popolari e anche se alle volte richiedono di parlare un po' più a lungo. Voilà, Mario Monti, le même jour que Berlusconi tout à l'heure. Je préfère parler des problèmes sérieux. Et oui, mais les problèmes sérieux pour les Italiens, c'est l'austérité. Et c'est donc, comme en Espagne, comme ailleurs, comme en Grèce, tout de même, l'homme des banques. Écoutez, et ils ont voté contre ça. Mario Monti affichait tout de même une cote de popularité qui n'était pas négligeable. Enfin, selon les sondages des mois, il était le troisième homme politique le plus populaire après Matteo Renzi et Pierluigi Bersani. Mais il ne se traduit pas du tout dans les résultats. Alors, dans les résultats, moi je pense que les Italiens lui en ont beaucoup voulu d'être devenu un politicien comme tous les autres. C'est-à-dire que tant qu'il était cette réserve de la République, ces professeurs universitaires compétents et appréciés à l'étranger, les Italiens finalement ont accepté des mesures d'austérité draconiennes sans une journée entière de grève générale ou sans bloquer les pays, à différence de ce qui peut arriver dans d'autres pays européens. Par contre, lorsque vous avez passé une année à dire que vous ne serez pas candidat et que finalement vous êtes candidat et de surcroît vous le faites avec Gianfranco Fini et Pier Ferdinando Casini, c'est-à-dire deux personnes qui sont au Parlement depuis 30 ans et qui sont même pas des leaders politiques, mais qui étaient enfin parmi les alliés de Silvio Berlusconi, il est évident que votre crédibilité en prend un coup, et pourquoi finalement les Italiens auraient dû préférer la copie à l'original. Brice. Reste que je déclinais les différents types humains politiques, le bouffon, le prêtre, le prince. Là, voilà arrivé le scribe, le technicien, le professeur, qui vient de vous dire, moi je ne parle pas par slogan, je vous parle des problèmes sérieux, même si ce n'est pas populaire, et qui propose donc le redressement collectif par les efforts. On vient de voir, ce n'est pas populaire, ça ne permet pas de gagner les élections. Mais vous savez bien ce que disait Schröder en Allemagne. Il disait, les réformes, ça redresse le pays et ça vous fait perdre les élections. Alors on a vraiment un problème pour des démocraties européennes, à savoir que nous savons tous que nous vivons à crédit depuis 20, 30 ou 40 ans selon les cas. Nous savons tous que ça ne peut pas durer. Nous savons tous que les efforts et les réformes sont nécessaires. Mais ceux qui assument les réformes politiquement les payent au prix fort. On l'a vu avec Schröder en Allemagne, on le voit avec Prodi en Italie. La question, c'est le modèle démocratique lui-même. Est-ce que le modèle démocratique permet de sélectionner des dirigeants politiques qui peuvent vous diriger vers le long terme, ou des gens qui, comme Silvio Berlusconi ou Beppe Grillo, peuvent gagner les élections avec des slogans et pas avec les problèmes sérieux, pour reprendre la phrase de Mario Monti. Fabio Liberti. Oui, je voulais rebondir sur ceci. Je crois que c'est toute la question du projet européen aujourd'hui. Les projets européens
européen, à force des petits compromis, à force des petites gestions du quotidien, est devenu, il n'y a que les bâtons à Bruxelles, il n'y a plus des carottes en fait du projet européen. Nous avons signé des traités à l'intérieur desquels nous nous engageons effectivement à respecter des objectifs de déficit. Les Italiens ont accepté d'être aujourd'hui, l'Italie affiche une avance primaire en taux de déficit qui est meilleur de celui de l'Allemagne. Le pays a été assaini du point de vue des finances publiques. Certes, il y a ces stocks de la dette qui est monumental, il y a un problème de croissance économique. Mais elle ne croît plus, contrairement à la dette française, elle ne croît plus et même elle baisse. Elle baisse, mais les véritables problèmes, c'est comment on fait revenir la croissance. Et je pense que si les Italiens avaient vu une perspective politique à moyen terme, des mutualisations de la dette, d'Europe politique, etc., je crois que les Italiens auraient plus soutenu Pierluigi Bersani et Mario Monti. Mais si vous dites aux Italiens, vous venez des 10 ans de croissance zéro, on vous impose 3 ans d'austérité, et sur les 10 prochaines années, vous aurez encore une croissance zéro, eh bien les Italiens vous disent assez de cette Europe. Si nous devons être dans l'Europe pour souffrir, si l'Europe c'est les châtiments, eh bien nous sortirons de l'Europe. Et attention, parce que l'Allemagne est quand même le principal bénéficiaire du marché commun et de l'euro. Une Italie à l'extérieur de la zone euro serait un cataclysme financier et économique pour la France, pour l'Allemagne et pour l'Europe tout entière. C'est en ce sens que cette élection nous concerne et concerne toute l'Europe réellement. Absolument, Un laboratoire, absolument. comme on le dit régulièrement. Gianni Vattibo, dans Libération d'aujourd'hui, explique tout de même qu'il ne faut pas se focaliser ni sur Berlusconi, ni forcément sur Beppe Grillo, mais donc, au fond, se rendre compte que les Italiens n'ont pas voulu d'un Monti qui représente l'assujettissement aux règles de bon fonctionnement de l'économie capitaliste à l'Europe et qui met beaucoup de gens sur la paille, et que c'est cela, au fond, qu'il faudrait retenir ces élections et qui sera un laboratoire, comme le sont déjà les Indiens à l'Espagne et d'autres mouvements. L'Italie était les pays pro-européens par excellence. On l'a déjà dit, c'est les europhiles, on est europhiles. europhiles. Oui. Un parti, pour nuancer mon propos, et un parti parce qu'ils estimaient que leurs élites étaient tellement corrompues et inutiles qu'il fallait bien avoir quelqu'un à Bruxelles qui nous dicte un peu les schémas. Mais si les Italiens même, ils disent non à l'Europe, eh bien ça veut dire que l'Europe est vraiment très mal en point. Un dernier petit mot, c'est la conclusion. Eva Morletto. En fait, je reprends ce qu'il dit Fabio sur le concept de l'Europe, qu'au début, c'était vu un peu comme ce qui s'est passé à l'Union européenne, comme un élément de civilisation, comme un élément de propriété politique, que ça n'existait pas en Italie. Donc, il y avait l'Europe, l'Union européenne, avec ses lois, son ordre, son parlement, en face à l'anarchie politique qui a toujours régné en Italie, alors que maintenant, est un peu, le sentiment populaire, c'est d'une sorte d'envahisseur étranger qui réclame des impôts, un peu comme ça s'est passé dans un Moyen-Âge pas si loin dans l'histoire d'Italie, qui est quand même un État assez jeune, où on a eu pas mal d'envahisseurs étrangers, et le pouvoir des banques et de l'Union européenne représente dans la mentalité populaire un peu ça. On a dit d'un mot, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les commentateurs, mais c'est pas vraiment de la science politique extrêmement puissante, mais au fond on a dit que les Italiens sont allés à ces élections assez fatigués. Vous partagez ce sentiment? Absolument. Qu'est-ce que cela veut Fatigué, écœuré, on pourrait dire. Écœuré, absolument. C'est-à-dire, moi, je pense que beaucoup de personnes n'ont choisi pas sur l'élan d'un enthousiasme, mais sur l'élan de ce qui était le moins pire. Comme d'ailleurs, ça s'est passé dans pas mal d'États, notamment la Grèce ou autres régions. Fabio Liberti? Absolument. Fatigué, déprimé, écœuré, enragé contre leur classe politique et déprimé par la situation économique du pays, absolument.